Attends que Anna soit cadrée. Vas-y. Et alors la troisième raison, c'est quoi? Ben, je te dis, oui, les annonceurs, c'est des vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, ben, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature. Mais ça existe déjà. On préforme quels sont les besoins d'un public. Mais c'est ça qui définit la période de sécheresse. Symbole pivot, quoi. C'est la nullité, c'est la littérature, c'est la nullité. La disparition de toute critique littéraire au nom de la promotion commerciale. Mais quand je dis c'est pas grave, je veux dire, c'est évident qu'il y aura ou des circuits parallèles, ou un circuit, il y aura tout un marché noir, il y aura, etc. C'est pas possible qu'un peuple vive. La Russie, bon, ben, elle a perdu sa littérature. Elle la reconquérera. Elle va la reconquérir. Elle va la reconquérir, tout ça, ça s'arrange. Les périodes riches succèdent aux périodes pauvres. Et alors, malheur aux pauvres. Malheur aux pauvres. Sur cette idée de marché parallèle ou de marché noir, ça fait quand même assez longtemps que les sujets sont préformés, c'est-à-dire qu'une année, par exemple, on voit très bien que dans les livres qui sortent, c'est la guerre, une autre année, c'est la mort des parents, une autre année, c'est l'attachement à la nature, enfin ce qu'on veut. Pourtant, rien n'a l'air de se former. Alors comment ça ressurgit? T'as déjà vu ressurgir une période riche d'une période pauvre? Bah oui. Tu y as assisté, toi? Bah oui. Encore une fois, après la libération, ça n'allait pas fort. Et puis il y a eu 68. Entre la grande période créatrice de la libération et le début, la nouvelle vague séquence, c'est 60. Même avant. Entre 60 et 72, mettons, il y a eu à nouveau une période riche. Ben oui. Et ça s'est reformé en... C'est un peu, si tu veux, c'est ce que dit Nietzsche si bien. Hein? Quelqu'un lance une flèche, hein? Il lance une flèche là dans l'espace, bon c'est ça un grand... ou même une période, une collectivité lance une flèche et puis elle tombe. Et puis quelqu'un viendra la ramasser et l'envoyer ailleurs. Là ça marche comme ça, la création, la littérature. Ça passe sur des déserts. Hein? Donc espoir, on va passer à D sur ces entrefaites. Ouais, alors pour D, j'ai besoin de mon papier parce que je vais lire ce qu'il y a dans le Larousse. Un petit Larousse illustré à Deleuze, qui s'écrit aussi avec un D. Alors, il y a Deleuze Gilles, philosophe français, né à Paris en 1925. 25, pardon. Dans le Larousse, maintenant. Hein. Voilà, aujourd'hui, on est en 88. Avec Félix Guattari, il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution, même psychanalytique. Et ils mettent comme œuvre démontrant tout cela l'Anti-Édipe en 72. Alors justement, puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir. Alors le désir, c'était quoi exactement? Prenons la question le plus simplement du monde. Quand l'Anti-Édipe... c'était pas ce qu'on a cru en tout cas. Je suis sûr, c'est pas ce qu'on a cru. Même à ce moment-là, même je veux dire les gens les plus charmants qui étaient... Ça a été une grande ambiguïté, ça a été un grand malentendu, quoi, un petit malentendu, quoi, tout petit malentendu. Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. Si, on avait bien une grande ambition, à savoir que jusqu'à ce livre, quand on fait un livre, c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau. On prétendait que d'une manière ou d'une autre, les gens avant nous, ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir, c'est-à-dire... On faisait notre tâche de philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept de désir. Mais dans les concepts, faut pas que les gens, quand ils font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Ça, on le verra.
presque ça renvoie. Il n'y a pas de concept philosophique qui ne renvoie à des déterminations non philosophiques. C'est très simple, c'est très très concret. On voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme, paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais boire, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire ou bien je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil, d'une rue, voilà. L'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur. Voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région. C'est construire, c'est vraiment agencer. Le désir, c'est du constructivisme. Alors, je dis, nous, l'anti-Édipe qui essayait de faire la... Oui. C'est justement parce que c'est un agencement que tu as eu besoin à ce moment-là d'être deux pour écrire, que c'est dans un ensemble qu'il fallait Félix, qui a surgi à ce moment-là de la vie d'écrivain. Est-ce que Félix, là, ça ferait aussi partie de ce qu'on aura peut-être à dire à propos de l'amitié, du rapport de la philosophie avec quelque chose qui concerne l'amitié? Mais sûrement qu'avec Félix, on a fait un agencement, oui, ça. Il y a des agencements tout seul, encore une fois, et puis il y a des agencements à deux. Félix, tout ce qu'on a fait avec Félix, c'est un agencement à deux, ou quelque chose passé entre les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est des phénomènes physiques. Hein. C'est comme une différence. Pour qu'un événement se passe, il faut une différence de potentiel. Bon,
Pour qu'il y ait différence de potentiel, il faut 2 niveaux, il faut qu'il y ait 2. À ce moment-là, quelque chose se passe, un éclair passe, ou pas un éclair, ou un ruisseau, un petit ruisseau. Bien, et c'est du domaine du désir. Mais un désir, c'est ça, c'est construire. Construire. Or, chacun de nous passe son temps à construire. Chaque fois qu'il dit, pour moi, chaque fois que quelqu'un dit, je désire ceci, ça veut dire qu'il est en train de construire un agencement. Et c'est rien d'autre. Le désir, ce n'est rien d'autre. Tu attends toujours que Alain soit cadré. Tu es cadré. Vas-y. Alors justement, est-ce un hasard si c'est parce que le désir s'éprouve, enfin existe dans un ensemble ou dans un agencement, que l'anti-Édipe où tu parles du désir, où tu commences à parler du désir, et le premier livre que tu écrives avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec Félix Guattari? Oui. Non, tu as tout à fait raison. C'est en outre, il fallait qu'on entre dans cet agencement nouveau pour nous, écrire à 2, que chacun de nous deux n'interprétait pas, ne vivait pas de la même façon, pour que quelque chose passe. C'est-à-dire, et ce quelque chose qui passait, c'était finalement une hostilité, une réaction contre les conceptions dominantes du désir, les conceptions psychanalytiques, quoi. Il fallait être 2, il fallait Félix venant de la psychanalyse, moi m'intéressant à ces sujets, il fallait tout ça pour qu'on se dise qu'il y avait lieu de faire une conception constructive, constructiviste du désir, oui. Ouais. Et est-ce que tu pourrais mieux, comme ça, définir assez rapidement, succinctement, comment tu vois la différence entre justement ce constructivisme et l'interprétation analytique? Bon, on voit bien, mais est-ce qu'il y a des... Oh, c'est tout simple. Moi, je crois que c'est tout simple. Je veux dire, notre opposition à la psychanalyse, elle est multiple. Mais quant au problème du désir, c'est que réellement, les psychanalystes, ils parlent du désir exactement comme les prêtres en parlent. Ça. C'est pas le seul rapprochement, c'est des prêtres, les psychanalystes. Ils en parlent sous quelle forme? Ils en parlent sous la forme d'une grande plainte de la castration, quoi. Castration, c'est pire que le péché originel, la castration. C'est une espèce de malédiction sur le désir qui est proprement effarante. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, dans l'anti-Édipe? Moi, je crois qu'il y a 3 points. Il y a 3 points qui s'opposent directement à la psychanalyse, quoi. Ces 3 points, et là, pour mon compte, et je crois Félix Guattari non plus, on n'a absolument rien à changer à ces 3 points. C'est que on est persuadé, ou on croit en tout cas, que l'inconscient n'est pas un théâtre. C'est pas un endroit où il y a Édipe et Hamlet qui jouent éternellement leur scène. C'est pas un théâtre, c'est une usine, c'est de la production. L'inconscient, il produit, il cesse pas de produire. Donc, ça marche comme une usine. C'est le contraire même de la vision psychanalytique de l'inconscient comme théâtre, où il s'agit toujours à Hamlet ou à Édipe à l'infini. Notre deuxième thème, c'est que le délire, qui est très lié au désir, quoi. Désir, c'est délirer d'une certaine manière, mais si vous regardez un délire quel qu'il soit, si vous regardez de près, si vous entendez un délire quel qu'il soit, il n'a rien à voir sur la psychanalyse en absolu, c'est-à-dire on ne délire pas sur son père et sa mère, et on délire sur tout à fait autre chose, et c'est là qu'est le secret du délire, on délire sur le monde entier, c'est-à-dire on délire sur l'histoire, la géographie, les tribus, les déserts, les peuples, le climat, les races, les climats, c'est là-dessus qu'on délire. Le mot du délire, c'est je suis une bête à un nègre, Rimbaud. C'est où sont mes tribus, comment disposer mes tribus, survivre dans le désert, etc. Le désert le délire est géographico-politique.
Et la psychanalyse, chaque fois, elle ramène ça à des déterminations familiales. Donc, je peux dire, là, je me sens, même après tant d'années de distance, après le anti-Édipe, je dis, la psychanalyse n'a jamais rien compris à un phénomène de délire. On délire le monde, on délire pas sa petite famille. C'est pour ça que tout ça, ça se recoupe. Quand je disais la littérature, c'est pas la petite affaire privée de quelqu'un. Ça revient au même, le délire aussi, c'est pas un délire sur le père et la mère. Et puis le troisième point, c'est que ça revient à ça, le désir. C'est que le désir, il s'établit toujours, il construit des agencements, il s'établit dans un agencement, il met toujours en jeu plusieurs facteurs. Et la psychanalyse ne cesse de nous ramener à un seul facteur, et toujours le même. Tantôt le père, tantôt la mère, tantôt je sais pas quel, tantôt le phallus, etc. Elle a toute ignorance de ce qui est multiple, elle a toute ignorance du constructivisme, c'est-à-dire des agencements. Je prends des exemples. On parlait de l'animal tout à l'heure. Pour la psychanalyse, l'animal, bon, c'est une image de père, mettons. Un cheval, c'est une image de père. Bon, c'est chaud du monde. Je pense à l'exemple du petit Hans. Le petit Hans, c'est un enfant sur lequel Freud donne son avis. Il assiste à un cheval dans la rue qui tombe. Et le charretier qui lui flanque des coups de fouet. Et le cheval qui rue, qui donne des coups de pied partout. Bon, avant la voiture, avant l'automobile, c'était un spectacle courant dans les rues. Ça devait être quelque chose pour un gosse. La première fois qu'un gosse voyait un cheval qui tombait dans la rue et qu'un cocher à moitié ivre essayait de relever un coup de fouet, mais ça devait être une émotion. C'était l'arrivée de la rue, c'était l'arrivée dans la rue, c'était l'événement de la rue, quoi, un événement sanglant parfois, tout ça. Et puis on entend les psychanalystes parler, enfin, image de père, etc. Mais c'est dans leur tête que ça va pas. Le désir, alors, que le désir a été concerné par un cheval tombe et est battu dans la rue, un cheval meurt dans la rue, etc. Mais c'est un agencement fantastique pour un gosse, c'est troublant jusqu'au fond. Hein. Autre exemple, je peux dire donc, on parlait de l'animal. Oh, qu'est-ce que c'est qu'un animal? Mais il n'y a pas un animal qui serait une image de père. Les animaux, généralement, ça va par meute. C'est des meutes. Bon, c'est des meutes. Il y a un cas, moi, qui me réjouit beaucoup, c'est un texte que j'adore, c'est Jung, celui qui a rompu avec Freud après une longue collaboration. Jung, il raconte à Freud qu'il a fait un rêve d'ossuaire. Il a rêvé d'un ossuaire. Et Freud ne comprend rien à la lettre. Il lui dit tout le temps, si vous avez rêvé d'un os, c'est la mort de quelqu'un. Ça veut dire la mort de quelqu'un. Et vraiment, Jung ne cesse de lui dire, je ne vous parle pas d'un os, j'ai rêvé d'un ossuaire, un ossuaire. Freud ne comprend pas. Il ne voit pas la différence entre un ossuaire et un os. C'est-à-dire un ossuaire, c'est 100 os, c'est 1000 os, c'est 10 000 os. Ça, c'est une multiplicité. Ça, c'est un agencement. Ça, c'est, etc. Je me promène dans un ossuaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Par où le désir passe? Dans un agencement, c'est toujours un collectif. Collectif, constructivisme, etc. C'est ça le désir. Hein. Alors, où passe mon désir parmi ces 1000 crânes, ces 1000 os? Où passe mon désir dans la meute? Quelle est ma position dans la meute? Est-ce que je suis extérieur à la meute, à côté de la meute, dans la meute, au centre de la meute? Tout ça, c'est des phénomènes de désir. C'est ça le désir, quoi. Mais cet agencement collectif, justement, comme l'Anti-Édipe est un livre qui a été écrit en 72, cet agencement collectif arrivé à point nommé après 68, c'est-à-dire que c'était toute une réflexion Tout à fait. de ces années-là, et contre la psychanalyse qui continue son affaire de petites Et rien boutiques. ne fait que dire, le délire. Les races et les tribus, ils délirent les peuples, ils délirent l'histoire et la géographie, me paraît avoir été tout à fait conforme à 68. C'est-à-dire avoir là apporté, il me semble, un peu d'air sain dans tout cet air renfermé et malsain des délires pseudo-familiaux.
Les gens, là, on l'a bien vu que c'était ça le délire. Si je me mets à délirer, c'est pas pour délirer sur mon enfance, non, là aussi, sur ma petite affaire privée. On délire, le délire est cosmique. On délire sur la fin du monde, on délire sur les particules, sur les électrons, mais pas sur papa, maman. Évidemment. Gilles Deleuze, bobine 9. Une seconde, je me calme. Jean, tu peux sortir un tout petit peu. Là. Allez. Quand tu veux, Claire. Alors justement, à propos de cet agencement collectif du désir, je pense à certains contresens. Moi, je me rappelle qu'à Vincennes, dans les années 72, à la faculté, il y avait des gens qui mettaient en pratique ce désir et ça donnait plutôt lieu à des amours collectifs. Enfin, ils n'avaient pas très bien compris. Alors moi, je voudrais, ou encore plus précisément, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même de fous à Vincennes, quand vous partiez d'une schizoanalyse pour combattre la psychanalyse, tout le monde pensait que c'était assez bien d'être fou, d'être schizo. Alors on voyait des numéros invraisemblables parmi les étudiants. Alors moi, je voudrais que tu me racontes comme ça quelques histoires drôles ou moins drôles de ces contresens à propos du désir. Les contresens, je pourrais plutôt les dire abstraitement. Les contresens, ils tenaient en deux choses. Il y avait deux cas, ça revient d'ailleurs au même. Il y avait ceux qui pensaient que le désir, c'était le spontanéisme. À ce moment-là, il y avait toutes sortes de mouvements spontanés, de spontanéisme. Les mots spontex, les célèbres. Et puis les autres qui pensaient que le désir, c'était la fête. Alors pour nous, c'était ni l'un ni l'autre, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que, de toute manière, il y avait des agencements qui se faisaient, il y avait des trucs qui... même les fous, il y en avait tellement de toutes sortes. Ça faisait partie de ce qui se passait à ce moment-là à Vincennes. Mais les fous, ils avaient leur discipline, ils avaient leur manière de... Ils faisaient leurs discours, ils faisaient leurs interventions. Eux aussi, ils entraient dans un agencement. Ils avaient leur agencement, mais ils entraient très bien dans un agencement. Il y avait une espèce de ruse, de compréhension, de grande bienveillance des fous, tout ça. Mais au niveau de la théorie, pratiquement, c'était des séries d'agencements qui se faisaient et se défaisaient. Théoriquement, le contresens, c'était se dire, ah ben oui, le désir, c'est la spontanéité, si bien qu'on était appelés les spontanéistes, ou bien c'est la fête. Mais c'était pas ça. La philosophie dite du désir, ça consistait uniquement à dire aux gens, mais allez pas vous faire psychanalyser, n'interprétez jamais, expérimentez des agencements. Cherchez des agencements qui vous conviennent. Que chacun cherche. Alors, qu'est-ce que c'était un agencement? Moi, je dirais un agencement pour moi. Et Félix, c'est pas qu'il pensait autre chose, parce que c'était peut-être, mais à cet égard, je sais pas pour moi, je maintiendrai qu'il y avait 4 composantes d'agencement. Si on veut se mettre, enfin, en très gros, à 4, je ne tiens pas à 4 plutôt que 6. Mais un agencement, ça renvoyait à des états de choses. Que chacun trouve les états de choses qui lui conviennent un peu. Alors, tout à l'heure, pour boire, bon, j'aime tel café, j'aime pas tel café, les gens qui sont dans tel café, etc. Ça, c'est un état de choses. Aux dimensions de l'agencement, des énoncés. Des types d'énoncés, chacun a son style, il a une certaine manière de parler. Bon, alors là, c'est à cheval. Dans le café, par exemple, il y a les copains, et puis il y a une certaine manière de parler avec les copains. C'est pas chaque café a son style. Bon, je dis café, mais ça vaut aussi pour toute autre chose. Donc, un agencement comporte des états de choses et des énoncés, des styles d'énonciation. On parle pas de... C'est très intéressant. L'histoire, elle est faite de ça. Quand est-ce qu'apparaît tel nouveau type d'énoncé? Par exemple, dans la Révolution russe, les énoncés de type léniniste, quand est-ce qu'ils apparaissent, comment, sous quelle forme? En 68, quand est-ce que sont apparus les premiers énoncés dits de 68? C'est très très complexe. Enfin, tout agencement implique des styles d'énonciation. Et puis ça implique des territoires. Chacun son territoire, il y a des territoires. Même quand on est dans une pièce, on choisit son territoire. J'entre dans une pièce que je ne connais pas.
Je cherche le territoire, c'est-à-dire l'endroit où je me sentirais le mieux dans la pièce. Et puis, il y a des processus qu'il faut bien appeler de déterritorialisation, c'est-à-dire la manière dont on sort du territoire. Je dirais qu'un agencement comporte ces 4 dimensions. Des états de choses, des énonciations, des territoires, des mouvements de déterritorialisation. Et c'est là-dedans que le désir coule. Alors, tu ne te sens pas particulièrement responsable des gens qui auraient pris de la drogue, en lisant trop, pas la lettre, l'anti-Édipe, parce que ça, c'est pas un problème, je veux dire, c'est pas comme Caton qui incite la jeunesse à faire des conneries. On se sent toujours responsable. Mais qu'est-ce que ça a été, les effets de l'anti-Édipe? Moi, j'ai toujours essayé que ça tourne bien. En tout cas, j'ai jamais, je crois, c'est mon honneur, j'ai jamais fait le malin avec ces choses-là. J'ai jamais dit à un étudiant, allez, drogue-toi, t'as raison. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour qu'il se tire d'affaire, parce que je suis trop sensible à la minuscule chose qui fait tout d'un coup, que quelqu'un bascule en état de langue, qui boivent très bien. À la fois, j'ai jamais pu donner tort aux gens, quoi qu'il fasse, j'ai pas le goût de leur donner tort. Mais je trouve qu'il faut veiller énormément au point où ça ne peut plus aller. Qui boivent, qui se droguent, qui fassent ce qu'ils veulent. On n'est pas des flics, c'est-à-dire on n'est pas ni des pères. Moi, je ne suis pas censé les empêcher. Mais tout faire pour qu'ils ne tournent pas en état de langue. Ça. Alors, au moment où il y a un risque, ça je ne supporte pas. Je supporte très bien quelqu'un qui se drogue, mais quelqu'un qui se drogue de telle manière, qui se drogue, je ne sais pas, la sauvage, de telle façon que je me dis, ça y est, il va craquer. Je ne supporte pas, surtout le cas d'un type jeune, tu parles de gens jeunes, je ne supporte pas un homme jeune qui craque. C'est pas supportable, ça. Un vieux qui craque, qui se suicide même, bon, il a eu sa vie. Mais quelqu'un de jeune qui craque par connerie, par imprudence, parce qu'il boit trop, parce que, etc. Alors, voilà, j'ai toujours été partagé entre l'impossibilité de donner tort à quelqu'un et le désir absolu ou le refus absolu qu'il tourne à l'état de langue. Ben là aussi, c'est un mince défilé, tu sais. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il y a des principes, on s'en tire comme on peut chaque fois. On essaie, c'est vrai que le rôle des gens à ce moment-là, c'est d'essayer de sauver les petits gars, quoi. Autant qu'on peut. Et les sauver, ça ne veut pas dire leur faire prendre le droit chemin, ça veut dire les empêcher de devenir des langues. C'est tout ce que je veux pas. Non, mais c'était sur les effets de l'anti-Édipe, parce qu'il y en a eu. C'est ça, ça a été empêché qu'il tourne la langue, que à ce moment-là, qu'un type qui développait enfin un grand début de schizophrénie soit mis dans de bonnes conditions, qu'on ne le foute pas dans un hôpital répressif, tout ça, ou bien que quelqu'un qui supportait plus un alcoolique, où ça tournait mal, tout faire pour qu'il arrête. Parce que c'était quand même un livre révolutionnaire dans la mesure où il semblait, pour les ennemis de ce livre et les psychanalystes, comme une apologie de la permissivité et de dire que tout était tous les désir. ennemis de ce livre, mais ça, voilà. Ce livre n'a jamais, c'est-à-dire quand on lit ce livre a toujours marqué une prudence, il me semble extrême. Ne devenez pas, la leçon c'était, ne devenez pas des langues. Quand on ne cesse pas d'opposer le processus schizophrénique au type d'hôpital. Et pour nous, la terreur, c'était de produire une créature d'hôpital. Mm-hmm. Tout n'est pas ça. Et je dirais presque vanter l'espèce de valeur du voyage, de ce qu'on appelait, de ce qu'à ce moment-là les antipsychiatres appelaient le voyage ou le processus schizophrénique, c'était une manière d'éviter, de conjurer la production des loques d'hôpital.
c'est-à-dire la production des schizophrènes, la fabrication de schizophrènes. Ouais. Est-ce que tu crois, pour en finir avec l'anti-Édipe, que ce livre il a encore des effets maintenant? Oui, parce 16 ans que, après. parce que c'est un bon livre. Oui, c'est un bon livre parce qu'il y a une conception de l'inconscient, à mon avis. C'est le seul cas où il y a eu une conception de l'inconscient de ce type. Je dis sur les 2 points, ou les 3 points. Les multiplicités de l'inconscient, le délire comme délire monde, et pas délire famille. Le délire cosmique, là, le délire des races, le délire des tribus. Ça, c'est bon. Et l'inconscient comme machine, comme usine, et pas comme théâtre. Voilà. Je n'ai rien à changer de ces 3 points. Et à mon avis, il reste absolument nouveau parce que toute la psychanalyse s'est reconstituée. Donc, pour moi, j'espère que c'est un livre qu'on redécouvrira. Peut-être. Je fais une prière pour qu'on le redécouvre. Bobine, 10. Claire, attends, tu as encore 30 secondes pour te concentrer. 10. Voilà, faisons des 1. Claire, c'est comme tu veux. Alors, eux, c'est en sens. Tu dis toujours que tu as commencé ta vie avenue de Wagram. Tu es né dans le 17e arrondissement. Ensuite, tu as habité avec ta mère rue d'Aubigny, dans le 17e arrondissement. Et maintenant, tu habites près de la place Clichy, c'est-à-dire un quartier plus pauvre, dans le 17e arrondissement, rue de Bizerte. On peut le dire puisque tu seras mort au moment de ces propos. Donc, on peut donner ton adresse. Alors, je voudrais savoir d'abord, est-ce que ta famille était ce qu'on appelle une famille bourgeoise de droite, je crois? Je le dis toujours, j'ai habité quand on me le demande. Parce que c'est vrai que c'est une chute. J'ai commencé par le haut du 17e, très beau 17e, et puis ensuite, dans mon enfance, j'ai vécu la crise avant la guerre. Ça, j'ai des souvenirs d'enfant de la crise, j'étais pas grand, mais un des souvenirs, c'était le nombre d'appartements vides. Les gens avaient vraiment plus d'argent, et il y avait des appartements à louer partout. Donc mes parents ont dû abandonner l'appartement beau du haut du 17e, près de l'Arc de Triomphe. Et puis on est descendu, c'était encore pas mal, c'était pas loin du boulevard Malesherbes, une petite rue, la rue d'Aubigny. Et puis ensuite, quand je suis revenu à Paris, moi, étant grand, c'est l'extrême frontière du 17e, et c'est un 17e artisanal, un peu prolo, là, la rue Nollet, la rue tout ça, et pas loin, la maison où était Verlaine, qui n'était pas riche. Donc, c'est une chute. Alors, dans quelques années, je ne sais pas où je serai, mais ça ne va pas s'arranger, tout ça. À Saint-Ouen, à Saint-Ouen, oui. Mais ma famille, c'était une famille, oui, c'est une famille bourgeoise. De droite, non, parce que là où je suis, de droite, oui, ça, certainement pas de gauche. Il faut se remettre à la situation. Moi, mes souvenirs d'enfant, j'en ai pas beaucoup. Parce que la mémoire, moi, il me semble, c'est plutôt une faculté qui doit repousser le passé que l'appeler. Hein. La mémoire, il faut beaucoup de mémoire pour repousser le passé, justement, parce que c'est pas de l'archive. Alors, j'ai ce souvenir, il y avait même des ferrures où il y avait tu vois, enfin, ferrures avec appartements à louer, tout ça. La crise, j'ai vécu beaucoup. C'était quelles années, ça? Ah, ça, j'ai aucun souvenir des années. C'était, je sais pas, entre 30 et 35, 30, je sais plus, moi. Enfin... Tu avais 10 ans. Les gens avaient plus d'argent. Je suis né en 25, oui, alors... mais je me souviens, les soucis d'argent, c'est ça qui m'a évité d'aller chez les jésuites. Je dépose. Mes parents n'avaient pas plus d'argent. J'étais destiné aux jésuites, et puis j'ai été au lycée parce qu'il y avait la crise. Bon, mais l'autre aspect, je ne sais plus, il y avait un autre aspect de la crise que je me rappelle. Je ne sais plus, un autre aspect, mais peu importe. Et puis il y a eu la guerre. Alors mon père, oui, c'était une famille, en effet. Quand je dis c'était une famille de droite, oui, parce que
Ça, je me souviens très vivement, ils n'en sont pas revenus, c'est pour ça que je comprends mieux les patrons, certains patrons actuellement. La terreur qu'ils ont gardée du Front populaire, qui est quelque chose de pas croyable, quoi. Front populaire, c'est même sans doute peut-être des patrons qui l'ont pas vécu, mais alors il doit en rester encore qui l'ont vécu. Pour eux, c'est resté l'image du chaos pire que 68, le Front populaire. Et je me souviens que quand même, toute cette bourgeoisie de droite voyait le symptôme, ils étaient antisémites tous, et Blum, c'est quelque chose d'effarant, la haine, si tu veux, la haine que Mendès France a eue sur le dos, mais n'est rien à côté de la haine que Blum a ramassée, parce que Blum c'était vraiment le premier. Les congés payés, c'était effarant, la réaction aux congés payés. Le premier juif de gauche. Blum, ça a été... Oui, c'était je ne sais pas, pire que le diable, c'était le signe. On ne comprend pas comment Pétain a pu prendre le pouvoir. Il a fait, si on ne voit pas le niveau de l'antisémitisme de la France à ce moment-là, de la bourgeoisie française à ce moment-là, la haine des mesures sociales du gouvernement Blum, c'était effarant. Alors mon père, il était un peu croix-de-feu. Bon, mais c'était très courant à cette époque. Voilà, donc c'était une famille de droite, inculte, il y a une bourgeoisie cultivée. Voilà, moi c'était une bourgeoisie tout à fait inculte, complètement inculte. Mais mon père était, je crois, ce qu'on appelle un homme, c'était un homme exquis, c'était un homme très bienveillant, très bon, très charmant. Et moi, ça me paraissait assez étonnant, cette violence contre... il venait de la guerre de 14, tout ça, c'est un monde qu'on comprend très bien en gros, mais dont on n'imagine pas le détail, quoi. Ces anciens de la guerre de 14, à la fois l'antisémitisme, le régime de la crise, qu'est-ce que c'était que cette crise à laquelle personne ne comprenait rien. Enfin voilà. Et quel était son métier? Il était ingénieur, mais alors il était ingénieur très très spécial, parce que j'ai souvenir de deux activités de lui. Est-ce qu'il l'avait inventé ou pas, ou est-ce qu'il l'exploitait, un produit destiné à rendre les toits étanches. L'étanchéité des toits, mais avec la crise, il n'avait plus qu'un seul ouvrier, un Italien. Alors en plus, un étranger, ça marchait très mal tout ça. Et puis l'affaire s'est écroulée, et il s'est recasé dans une industrie plus sérieuse qui fabriquait des ballons, des trucs, là, des aéronefs, quoi, tu vois. Mais à un moment où ça servait absolument plus à rien, quoi. Au point qu'en 1939, il y en avait en haut de Paris pour arrêter les avions allemands, je sais pas quoi, mais c'était vraiment comme les pigeons voyageurs, quoi. Alors quand les Allemands se sont emparés de l'usine où travaillait mon père, ils ont été plus raisonnables et ils ont tout converti en fabrication de canaux pneumatiques. Canaux pneumatiques, c'était plus efficace, mais ils n'en ont pas fait des ballons et des zeppelins, non. Et moi, j'ai vu cette essence de la guerre, j'ai grand souvenir, j'étais pas grand, quand même j'avais 14 ans. La manière dont les gens savaient très bien qu'ils avaient gagné 1 an avec Munich, qu'ils avaient gagné 1 an, quelques mois, quoi, que la guerre était. Bon, ça s'est enchaîné, la crise, la guerre, tout ça, c'était une atmosphère quand même très tendue, je sais pas, où les gens plus grands que moi ont dû vivre des moments affreux, quoi. Bobine 11. 1 seconde. Oui, quand vous voulez. Quand les Allemands sont vraiment arrivés, ont dévasté la Belgique, descendu sur la France, tout ça. Moi, j'étais à Deauville parce que c'était l'endroit où mes parents passaient les vacances, toujours les vacances d'été. Et eux, ils étaient déjà rentrés, non, ou alors ils sont rentrés. Ils nous ont laissé, ce qui était inimaginable. On avait une mère qui nous avait jamais laissé.
Mais là qu'on s'est retrouvés dans une pension, elle nous a confié à une vieille dame qui faisait une pension. Et j'ai fait 1 an de scolarité à Deauville, dans un hôtel devenu transformé en lycée. Et les Allemands n'étaient pas loin. Ah ben non, je confonds tout, c'était pendant un drôle de guerre, ça. Oui. Que j'étais dans ce lycée. Alors Deauville, ça avait toujours été, quand je parlais tout à l'heure des congés payés, je me rappelle d'autant plus que l'arrivée des premiers congés payés sur la plage de Deauville a été quelque chose pour un homme de cinéma, ça devait être un chef-d'œuvre. Parce que quand on voyait là, ces gens qui voyaient pour la première fois la mer, c'est prodigieux. Moi, j'ai vu quelqu'un qui voyait pour la première fois de sa vie la mer bien après. C'est splendide. C'était une petite jeune fille du Limousin qui était avec nous et qui a vu la mer pour la première fois. Alors c'est vrai que s'il y a quelque chose d'inimaginable quand on l'a pas vu, c'est la mer. On peut se dire avant la mer, c'est quelque chose de grandiose, d'infini, mais on met rien là-dessous. Mais quand on voit la mer, et cette jeune fille est restée, je sais pas, 4-5 heures devant la mer, complètement abrutie, comme si c'était une idiote de naissance, et elle ne se lassait pas de voir un spectacle aussi sublime, aussi grandiose. Bon, et alors, sur la plage de Deauville, qui était une plage réservée de longtemps aux gens, aux bourgeois, c'était leur propriété, voilà que débarquent les congés payés, et des gens qui sans doute n'avaient jamais vu la mer. Et c'était grandiose, là. Si la haine de classe veut dire quelque chose, c'est des mots comme, hélas, ma mère, qui était pourtant la meilleure des femmes, disait sur l'impossibilité de fréquenter une plage où il y avait des gens comme ça. C'était donc très dur, et ils n'ont jamais, moi je crois que les bourgeois, ils n'ont jamais oublié. Mais 68 n'a rien été à côté. Mais reparle un peu de la peur qu'ils avaient, que tu as évoquée tout à l'heure. Cette peur incroyable. Il ne pouvait pas y avoir d'arrêt à ça. Si on donnait des vacances aux ouvriers, mais c'était tous les privilèges bourgeois qui disparaissaient. Et les lieux, là aussi, c'est des questions de territoire. Si les bonnes à tout faire venaient sur la plage de Deauville, c'était, je sais pas, comme si tout d'un coup c'était leur tour aux dinosaures, je sais pas, c'était une agression, c'était pire que les Allemands, c'était pire que les tanks allemands arrivant sur la plage. On voit, c'était indescriptible. C'est des gens d'un autre monde. Surtout que là, c'est un détail, mais ce qui se passait dans les usines, les patrons. Alors, ça, ils ont jamais oublié ça. Je crois même qu'ils en ont une peur héréditaire, quoi. Je ne veux pas dire que 68 n'a rien été. 68, ça a été autre chose, mais ils n'ont pas perdu non plus le souvenir de 68. Hein. Mais enfin, bon, j'étais à Deauville, là, sans parents, avec mon frère, tout ça. Quand les Allemands ont vraiment fait la percée, alors oui, c'est là que j'ai cessé d'être idiot. Parce que, je veux dire, j'étais un jeune garçon extrêmement médiocre, scolairement, d'intérêt, aucun intérêt pour quoi que ce soit. Je faisais, je crois, une collection de timbres, c'était ma plus haute activité. Et puis j'étais nul en classe. Et j'ai eu ce qui est arrivé à beaucoup de gens, je crois, on est toujours, je sais pas, les gens qui sont réveillés à un moment, ils sont toujours réveillés par quelqu'un. Hein. Et moi, il y avait, dans cet hôtel du lycée, il y avait un type jeune qui m'a paru assez extraordinaire parce qu'il parlait très bien. Et ça a été l'éveil absolu pour moi. Ça, j'ai eu la chance de tomber sur un type. Alors, ce type, il a été ensuite relativement connu parce que d'abord, il avait un père un peu célèbre et ensuite, il a fait beaucoup d'activités dans le gauchisme, mais bien plus tard, il s'appelait Alvax. C'était Pierre Alvax, le fils du sociologue. Il était à ce moment-là très jeune et il avait une drôle de tête. Il était très maigre, très grand, un peu grand, je crois, dans mon souvenir. Il n'avait qu'un œil. C'est-à-dire, il avait un œil ouvert et l'autre fermé. Pas par nature, mais il se tenait comme ça. Il faisait un peu cyclope
Il avait des petits cheveux très bouclés, comme une chèvre, comme un... Non, oui, plus que comme un mouton. Et il devenait, au froid, il devenait vert ou violet. Enfin, il avait une santé extrêmement fragile, si bien qu'il était réformé. Et il était licencié, quoi. Donc, on l'avait mis prof, là, pendant la guerre, pour combler les... Et ça a été pour moi une révélation. Alors, il était plein d'enthousiasme. Je ne sais même plus dans quelle classe j'étais. Je suis dans le 4e ou en 3e. Et il nous communiquait, enfin, il me communiquait à moi quelque chose. Ça a été c'était bouleversant pour moi. Je découvrais quelque chose, quoi. Il nous parlait de Baudelaire, il nous lisait, il disait très bien. Et on s'est liés, forcément, parce qu'il a bien vu qu'il m'impressionnait énormément. Et je me souviens qu'en hiver, alors sur la plage de Deauville, il m'emmenait, je le suivais, je le collais à la lettre. J'étais son disciple, j'avais trouvé un maître. Et on s'asseyait sur les dunes, et là, dans le vent, la mer, tout ça, c'était pas grave. Il me lisait, alors je me souviens, il me lisait les nourritures terrestres. Il hurlait, là, il n'y avait personne sur la plage en hiver. Il hurlait les nourritures terrestres. Moi, j'étais assis à côté de lui. J'étais un peu gêné si quelqu'un arrivait, évidemment. Je me disais, oh, c'est bizarre tout ça. Mais il me lisait, mais c'était très varié. Il me faisait découvrir Anatole France, Baudelaire, Gide. Je crois que c'était les principaux, c'était ses grands amours. Et moi, j'étais transformé, absolument transformé. Si bien que ça a fait jaser assez vite, hein, ce type avec l'allure qu'il avait, ce grand œil, tout ça. Ce gamin qui le suivait partout. Ils allaient sur la plage ensemble, tout ça. Et Malogeux s'est très vite inquiété, m'a fait venir. Elle a dit qu'elle était responsable de moi en l'absence de mes parents, qu'elle me mettait en garde contre certaines relations. J'ai rien compris, parce que s'il y a eu des relations pures, incontestables et avouables, ça a bien été celle-là. Bon. Et je l'ai compris qu'après, on supposait que Pierre Alvax était un dangereux pédéraste. Alors, moi, je lui ai dit, je suis embêté, ma logeuse, elle me dit que, je le vous voyais, évidemment, il me tutoyait. J'ai dit, ma logeuse, elle me dit qu'il ne faut pas vous voir, que tout ça, c'est pas normal, c'est pas convenable. Et il me dit, écoute, ne t'en fais pas. Aucune vieille dame ne me résiste, qui dit, je vais lui expliquer, je vais aller la voir, elle sera très rassurée. Et moi, quand même, j'étais juste assez malin, il m'avait rendu assez malin pour que j'ai des doutes. Je n'ai pas du tout été calmé par ça, parce que j'avais un pressentiment que j'étais pas du tout sûr que la vieille logeuse soit... Et en effet, ça a été la catastrophe. Il a été voir la vieille logeuse, qui a immédiatement écrit à mes parents que c'était urgent de me faire revenir, que c'était un individu extrêmement louche, donc il avait raté complètement son coup. Mais voilà que les Allemands alors arrivent, oui, tout ça c'était la drôle de guerre, les Allemands arrivent, plus question de rien, et mon frère et moi on file à vélo pour retrouver mes parents qui étaient emmenés à Rochefort. L'usine se déplaçait à Rochefort, c'est-à-dire pour échapper aux Allemands. Alors on a fait ça en vélo. Je me souviens d'avoir encore entendu le discours de Pétain, le fameux discours infâme, dans une auberge de village, tout ça. Puis on était à vélo. Et à un carrefour sur qui on tombe, une voiture, alors digne des dessins animés, où il y avait le vieil Alvax, le fils Alvax, un esthéticien qui s'appelait Bayer à l'époque. Et ils allaient pas loin de La Rochelle. C'était indistinct. Bon, tout ça. Mais alors, je raconte uniquement ça pour dire que... Alors après, j'ai retrouvé Alvax. Je l'ai connu, je l'ai bien connu. J'avais plus d'admiration pour lui. C'est vrai que... Bon. Mais ça m'a appris au moins quelque chose, c'est que c'est moi, quand j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, et c'est au moment où je l'admirais que j'avais raison. Gilles Deleuze, Bobine 12.
Donc tu rentres à Paris. Alors, attends, Ah, pardon. S'il te plaît. Voilà. Vas-y. Ensuite, tu rentres à Paris avec une certaine peine au lycée Carnot, puisque les vacances sont finies, la drôle de guerre. Et là, au lycée Carnot, tu fais tes classes de philosophie. Je crois qu'au lycée, à cette époque-là, il y avait Merleau-Ponty qui était professeur. Mais toi, bizarrement, tu es dans la classe d'un professeur qui n'est pas Merleau-Ponty, tu es chez l'autre professeur qui s'appelle Monsieur Vial. Il me semble que tu m'as dit ce nom-là. Mais Oui, monsieur Vial, là, oui, dont j'ai gardé un souvenir très, très ému. Mais là, c'était le hasard, j'étais distribué. Alors, j'aurais pu essayer de passer chez Merleau-Ponty. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais Vial a été curieux, parce qu'en effet, Almax m'avait fait sentir quelque chose de ce qu'était la littérature, mais dès les premiers cours de philosophie, j'ai su que c'est ça que je ferais, quoi. C'était... Je me souviens de choses éparses, là, comme ça. Il y avait, par exemple, je me souviens très bien, j'étais en philosophie quand on a appris comme une traînée de poudre, Oradour. Oradour s'était passé. Ça, il y a eu une espèce de... Il faut dire que j'étais dans la classe, ça devait être une classe un peu politisée, un peu sensible aux questions nazies, etc. Parce que j'étais dans la classe de Guy Moquet. Je me souviens. Et il y avait une drôle d'atmosphère dans cette classe. En tout cas, je me souviens, cette annonce de Oradour, ça a été quelque chose de frappant chez les garçons de 17, je ne sais pas quel âge on fait son bachot, je ne sais plus, 17, 18 ans, non, 17 ans, 16, 17 ans. 18 ans, l'âge normal. Oui, ça, je me souviens très bien. Alors, Vial, c'était un professeur, il parlait très bas, il était vieux, et je l'aimais énormément, immensément. Lors de Merleau-Ponty, j'ai eu le souvenir de la mélancolie. Carnot, c'est un grand lycée où il y a une balustrade qui parcourt tout au premier étage. Et il y avait le regard très mélancolique de Merleau-Ponty qui regardait tous les gamins en bas, là, qui jouaient, qui hurlaient. Une grande mélancolie, il me semble. Il se disait, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu? Tandis que Vial, là, que j'avais tant, il achevait sa carrière. Et là aussi, je me suis beaucoup lié avec lui. Très, très lié. Alors, comme on n'habitait pas loin l'un de l'autre, on se raccompagnait mutuellement. On n'en finissait pas de parler. Et là, je savais que ou bien je ferais de la philosophie, ou bien rien, quoi. Et dès les premiers cours? Ah oui. Oui, c'est comme si tu veux, quand j'ai appris l'existence, il y avait des choses aussi étranges que ce qu'on appelait des concepts. Ça m'a fait le même effet que pour d'autres, la rencontre d'un personnage de roman fantastique. Dieu que j'ai été ému en découvrant, le comte par de exemple, Monte Cristo. Monsieur de Charlus, ou un grand personnage de roman, ou Vautrin, ou n'importe quoi, ou j'ai dit Grandet. Quand j'ai appris, je sais pas moi, même des choses comme qu'est-ce que Platon appelait une idée, ça m'a paru aussi vivant, quoi. Aussi animé, aussi, je savais que c'était ça, quoi. Que c'était ça pour moi, quoi. Que ce serait ça pour moi. Et tu as tout de suite été très bon, le meilleur. Ah oui, là j'avais plus de problème scolaire. Depuis Albac, j'étais bon. J'étais bon en lettres, j'étais bon même en latin, oui, j'étais bon. J'étais un bon élève, et en philosophie, je suis devenu un très bon élève, oui. Ouais. Et je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu... Elles n'étaient pas du tout politisées, les classes, à cette époque. Tu dis il se passait quelque chose d'un peu particulier dans cette classe, puisqu'il y avait Guy Moquet, des choses... Politisé, ça ne pouvait pas pendant la guerre. On n'était pas politisé. Il y avait sûrement des garçons qui, dès 17-18 ans, faisaient de la résistance, mais ce n'était pas des conditions. Tu comprends, les gens qui faisaient de la résistance, ils se taisaient à moins d'être des crétins. Donc, on ne peut pas parler de politisation ou pas. Il y avait des indifférents, il y avait des partisans de Vichy, et il y avait des... Il y avait l'Action française. Non, pas l'Action française. C'était bien pire, c'était les Vichysois, c'était les... Alors on peut dire Non, ça n'a pas de comparaison avec la politisation en temps de paix.
puisque les éléments actifs, vraiment, c'était des résistants, c'était des jeunes résistants, ou des jeunes gens en rapport avec des résistants. Donc ça n'avait rien à voir avec une politisation, c'était beaucoup plus secret, beaucoup plus... Mais par exemple, dans ta classe, il y avait des gens qui étaient sympathisants, des jeunes gens qui étaient sympathisants à la résistance déjà, et qui en parlaient. Ah oui, je te cite Guy Moquet, qui devait mourir, je crois qu'il a été assassiné par les nazis 1 an après, je crois. Mais vous en parliez? Ah bah évidemment, oui. Tout comme je te dis, le bruit immédiat, la communication immédiate de Oradour, c'était du thème communication secrète, c'était du thème TSF, c'était du thème. Ça s'est su, je crois, dans la journée même, quoi. Les lycées parisiens l'ont su. Ça, c'est pour moi une des choses les plus émouvantes, apprendre Oradour comme immédiatement. Alors pour en finir avec l'enfance, si on n'en finit jamais, justement ton enfance a l'air d'avoir peu d'importance pour toi. C'est-à-dire que ni tu en parles, ni c'est une référence. Ouais. On n'a pas l'impression d'une grande importance de l'enfance. Oui. Forcément, parce que c'est presque un peu en fonction de tout ce qu'on vient de dire. Je considère que vraiment l'activité d'écrire n'a rien à voir avec son affaire à soi. Pas du tout qu'on n'y mette pas toute son âme. La littérature a profondément, l'écriture a fondamentalement à voir avec la vie. Mais la vie, c'est quelque chose de plus que personnel. Tout ce qui apporte dans la littérature quelque chose de la vie de la personne, de la vie personnelle de l'écrivain, est par nature fâcheux. Par nature lamentable, puisque ça l'empêche de voir, ça l'empêche de, etc., ça le rabat sur vraiment sa petite affaire privée. Ça n'a jamais été ça, moi, mon enfance. C'est pas qu'elle me fasse horreur. Ce qui m'importerait à la rigueur, c'est, tout comme on disait, il y a des devenirs animaux que l'homme enveloppe, il y a des devenirs enfants. Écrire, je crois, c'est toujours devenir quelque chose. Mais c'est pour ça, on n'écrit pas pour écrire non plus. Je crois qu'on écrit parce que quelque chose de la vie passe en vous. Quoi que ce soit, il y a des choses qui... on écrit pour la vie. C'est ça. Et on devient quelque chose. Écrire, c'est devenir. Mais c'est devenir tout ce qu'on veut, sauf devenir écrivain. Et c'est faire tout ce qu'on veut, sauf de l'archive. Alors, autant je respecte l'archive. Là, c'est bien, parce que on fait de l'archive, mais c'est pas... elle n'a d'intérêt que par rapport à autre chose. Par rapport à autre chose. S'il y a lieu de faire de l'archive, c'est parce que, justement, il y a autre chose. Et que par l'archive, on saisira peut-être un petit quelque chose de cette autre chose. Mais l'idée même, par exemple, de parler de mon enfance, me paraît, d'une part, c'est pas seulement parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'est parce que c'est le contraire de toute littérature, quoi. Contraire. Tu permets, moi je lisais, j'ai lu ça déjà 1000 fois, ce que je dis, tout le monde l'a dit, tous les écrivains l'ont toujours dit, mais je tombe sur un livre, moi je ne le connaissais pas, chacun a ses trous, hein, un grand poète russe, Mandelstam, hein. Alors je le lisais hier, justement, comme je me disais. Il a un très beau prénom, tu pourrais lire le prénom. Ossip, oui, ça, Ossip. Il dit dans cette phrase... J'ai des équivalents, c'est un type de phrase, ça me bouleverse, ce type de phrase. Et c'est ça, quoi. Le rôle d'un prof, c'est ça, c'est communiquer un texte, faire aimer un texte à des gamins. C'est ce que Alvax a fait pour moi. Bien, lui, il dit, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas, je ne sais pas exactement, c'est les écrivains, j'ai jamais pu comprendre des gens comme Tolstoï, même Tolstoï. Amoureux des archives familiales avec leurs épopées de souvenirs domestiques. Là, ça commence à devenir sérieux. Je le répète,
Ma mémoire est non pas d'amour, mais d'hostilité. Et elle travaille non pas à reproduire, mais à écarter le passé. Pour un intellectuel de médiocre origine, comme lui, la mémoire est inutile. Il lui suffit de parler des livres qu'il a lus et sa biographie est faite. Comme moi avec Alvax. Oh. Là où chez les générations heureuses, l'épopée parle en hexamètre et en chronique, chez moi se tient un signe de béance. Et entre moi et le siècle gît un abîme, un fossé rempli du temps qui bruit. Que voulait dire ma famille? Je ne sais. Elle était bègue de naissance, et cependant elle avait quelque chose à dire. Sur moi et sur beaucoup de mes contemporains pèse le bégaiement de la naissance. Nous avons appris non pas à parler, mais à balbutier. Et ce n'est qu'en prêtant l'oreille au bruit croissant du siècle, et une fois blanchi par l'écume de sa crête, que nous avons acquis une langue. Alors, je ne sais pas, moi, pour moi, ça veut dire, oui, qu'est-ce que... Là, ça veut dire vraiment. Écrire, c'est témoigner de la vie. C'est témoigner pour la vie. C'est témoigner alors pour, au sens où on le disait, pour les bêtes qui meurent. C'est, c'est bégayer dans la langue. Faire de la littérature, faire appel à l'enfance, c'est faire typiquement la littérature, sa petite affaire privée. C'est la dégoûtation. C'est vraiment la littérature de prise unique, de bazar. C'est les best-sellers. C'est la vraie merde, ça. Si l'on pousse pas le langage jusqu'à ce point où il bégaye, parce que c'est pas facile, il suffit pas de bégayer comme ça. Si on va pas jusque-là, alors peut-être que dans la littérature, tout comme à force de pousser le langage jusqu'à une limite, il y a un devenir animal du langage même et de l'écrivain. Il y a aussi un devenir enfant, mais c'est pas son enfance. Il devient enfant, oui, mais c'est pas son enfance. Ça n'est plus l'enfance de personne. C'est l'enfance du monde. C'est l'enfance d'un monde. Alors ceux qui s'intéressent à leur enfance, qu'ils aillent se faire voir, et puis qu'ils continuent, c'est très bien. Ils font la littérature qu'ils méritent. Si quelqu'un ne s'est pas intéressé à son enfance, c'est Proust, par exemple. L'état de l'écrivain, c'est pas fouiller dans les archives familiales, c'est pas s'intéresser à son enfance. Personne ne s'intéresse, personne de digne de quoi que ce soit, ne s'intéresse à son enfance. C'est une autre tâche, devenir enfant par l'écriture, arriver à une enfance du monde, restaurer une enfance du monde. Ça c'est une tâche, c'est une tâche de la littérature. L'enfant nietzschéen? Enfin, Nietzsche, entre autres, le savait, mais Mandelstam aussi le savait. Tous le savent, tous les écrivains le savent. C'est devenir, oui, si je n'arrive pas à trouver d'autre formule que celle-là, écrire, c'est bien devenir, mais ça n'est devenir ni écrivain, ni son propre mémorialiste, ça non. Et c'est pas parce que j'ai eu une histoire d'amour que je vais en faire un roman, ça. Mais c'est immonde. Penser des choses comme ça, c'est pas seulement médiocre, c'est immonde. Alors, il y a une exception à la règle, c'est que Nathalie Sarraute, qui est un immense écrivain, a écrit un livre qui s'appelle Enfance. Elle a une petite faiblesse. Mais pas du tout, pas du tout. Là, je suis bien de ton avis. Nathalie Sarraute est un immense écrivain. Enfance, c'est pas du tout un livre de son enfance. Ce serait typiquement un livre où elle témoigne. Et je joue l'avocat du diable. J'ai bien compris que tu jouais l'avocat du diable, mais c'est un rôle très dangereux, tu comprends, Pascal. Elle invente une enfance du monde. Qu'est-ce qui l'intéresse de son enfance, Nathalie Sarraute, finalement? C'est un certain nombre de formules stéréotypées dont elle va tirer des merveilles. Ça peut être aussi bien ce qu'elle a fait avec les derniers mots. Ou les derniers mots de qui déjà là? De Tchekhov. Les derniers mots de Tchekhov. Elle va tirer de petite fille, elle a entendu quelqu'un dire comment vas-tu? Alors qu'est-ce que c'est que comment vas-tu? Etc. Elle va en tirer un mot du langage, elle va faire proliférer le langage sur lui-même.
tout ça, tu parles comme elle s'intéresse à son enfance, Nathalie Sarraute. Mais moi, je veux bien tout ça, mais quand même... Claude Sarraute s'intéresse peut-être à son enfance, mais Coco. pas Nathalie Sarraute. Mais oui, Coco. Mais oui, Coco. Allô, Coco. Mais moi, je veux bien tout ça, mais en même temps... Alors d'abord, c'est un entraînement dès la première heure qui t'a poussé vers la littérature, c'est-à-dire que tu as refoulé ton enfance, tu l'as repoussé comme un ennemi et comme hostile, d'abord à partir de quel âge? Et est-ce que c'est un entraînement? Et d'autre part, l'enfance, ça revient bien par bouffées, même si c'est des bouffées dégoûtantes, ça revient l'enfance. Alors est-ce qu'il faut avoir un entraînement quasi quotidien, une discipline quotidienne? Ça, c'est tout seul, j'imagine, parce que l'enfance. Tu comprends, c'est comme tout, il faudrait distinguer une mauvaise enfance et une bonne enfance. J'appelle, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, le rapport avec le père, la mère et les souvenirs d'enfance au sens de « ah, mon père, à ma mère », ça me paraît pas très, très intéressant. Ça me paraît intéressant et très riche pour soi. Ça me paraît vraiment pas intéressant à écrire. Il y a des autres aspects de l'enfance. Je disais tout à l'heure, un cheval meurt dans la rue avant les autos. Ça, retrouver l'émotion d'enfant, c'est un enfant, voilà. Il faudrait dire, l'enfant que j'ai été, c'est rien. Mais je ne suis pas seulement l'enfant que j'ai été un enfant parmi d'autres. J'ai été un enfant quelconque. Et c'est toujours à titre de un enfant quelconque que j'ai vu ce qui était intéressant. C'est pas au titre de j'étais tel enfant. J'ai vu un cheval mourir dans la rue avant qu'il y ait des automobiles. Je ne parle pas pour moi, mais pour ceux qui l'ont vu. Oh, et ben oui, ça, très bien, parfait. C'est une tâche de devenir écrivain. C'est peut-être un facteur qui a fait que Dostoïevski l'a vu. Il y a une grande page de Dostoïevski, je crois bien, dans le Crime et Châtiment, sur le cheval qui meurt dans la rue. Nijinsky, le danseur, l'a vu. Nietzsche l'a vu. Il était vieux déjà, Nietzsche, quand il l'a vu à Turin, je crois, un cheval mourir comme ça. Bon, ça va très bien. Et toi, tu as vu les manifestations du Front populaire, voilà. Moi, j'ai vu les manifestations du Front populaire, oui. J'ai vu mon père se débattre entre son honnêteté et son antisémitisme. Voilà, bon. J'ai été un enfant. Moi, j'ai toujours plaidé, c'est-à-dire sur le sens qu'on ne comprend pas, le sens de l'article indéfini. Un enfant est battu, un cheval est fouetté, etc. Ça ne veut pas dire moi, ça veut dire l'article indéfini, c'est une richesse extrême. C'est toutes les multiplicités, on y reviendra. C'est la multiplicité, oui. Bon, on va passer à F. Passons à F, oui. F, j'ai choisi le mot fidélité. Fidélité pour parler de l'amitié, puisque tu es ami depuis 30 ans avec Jean-Pierre Bamberger, et il ne se passe pas un jour sans que vous vous appeliez ni que vous vous voyez. Et c'est comme un couple. De toute façon, tu es fidèle en amitié, tu es fidèle à Félix Guattari, à Jérôme Lindon, je vais citer à Élie, à Jean-Paul Manganaro, à Pierre Chevalier. Tes amis sont très importants pour toi. Et François Châtelet ou Michel Foucault, qui étaient tes amis, tu leur as rendu hommage, comme à des amis, avec une très grande fidélité. Alors, je voudrais te demander, cette impression que la fidélité est forcément liée à l'amitié pour toi, ou l'inverse, est juste? Il n'y a pas de fidélité, oui, c'est comment, parce que c'est un F. Oui. Mais c'est autre chose que fidélité. Donc oui, on est c'est dans autre plein chose arbitraire. que fidélité, tu comprends? L'amitié, pourquoi on est ami de quelqu'un? Pour moi, c'est une affaire de perception. Voilà aussi. C'est le fait de... C'est pas qu'on ait des idées communes, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de commun avec quelqu'un? Je dis des banalités, là, on se comprend sans avoir besoin de s'expliquer. C'est pas à partir d'idées communes, mais on a un langage commun, ou un pré-langage commun. Il y a des gens, je comprends rien s'ils disent, hein, même s'ils disent des choses simples, même s'ils me disent passez-moi le sel, il faut que je me dise mais qu'est-ce qu'ils me disent là? Au contraire, il y en a, ils me parlent d'un sujet extrêmement abstrait et je ne suis pas d'accord avec eux, je comprends tout. Je comprends tout ce qu'ils me disent. Bon, ça veut dire j'ai quelque chose à leur dire et ils ont quelque chose à me dire. Hein. Et ce n'est pas du tout la communauté des idées
là, il y a un mystère. C'est cette espèce de fond indéterminé qui fait que... Bobine 14. Vous attendez. Et c'est à qui ça qui te parlait là, c'est toi? Ah bon, oui. Alors, oui, c'est vrai que là, il y a un grand mystère. Ce fait d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un, s'entendre aussi bien, sans idée commune, sans qu'on puisse ramener ça. J'ai une hypothèse, c'est que chacun de nous est apte à saisir un certain type, jamais personne ne saisit tous les types à la fois, un certain type de charme. Il y a une perception du charme. Et qu'est-ce que j'appelle le charme? Là, c'est pas du tout du truc où je veux ramener de l'homosexualité dans l'amitié, là, pas du tout. Mais un geste de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, même si elle est, avant qu'elle soit signifiante, hein, ou un geste de quelqu'un, une pudeur de quelqu'un. C'est des sources de charme, mais alors qui vont tellement jusqu'à la vie, jusqu'à des racines vitales, que c'est comme ça qu'on devient ami de quelqu'un. Si tu prends des phrases même de quelqu'un, il y a des phrases qui ne peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire ou ignoble. Un type de phrase, il faudrait chercher des exemples, on n'a pas le temps, et puis chacun varierait d'exemples. Donc moi, pour chacun de nous, il y a des phrases, si on entend une phrase de ce type, on se dit, mais, oh Dieu, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que c'est ce type mondice? Ça, c'est... faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Il y a des phrases qui ne peuvent pas. Et inversement, pour le charme, il y a des phrases, mais insignifiantes, qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse que tu te dis immédiatement, celui-là, il est à moi, pas au sens de propriété. Il est mien et j'espère être sien. À ce moment-là, bon, l'amitié naît. L'amitié peut naître. Donc, il y a bien une question de perception. Percevoir quelque chose qui vous convient ou qui vous apprend, qui vous ouvre, qui vous révèle quelque chose, oui. Déchiffrer des signes, toujours. C'est ça. Or là, tu dis très bien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quelqu'un qui émet des signes, on les reçoit pas, on les... bien, mais toutes les amitiés, je crois, sont à ces bases-là, être sensible aux signes émis par quelqu'un. Ça, je crois que c'est ça qui explique. Alors là-dessus, on peut passer des heures. Quelqu'un sans dire un mot, ou de préférence en disant, je sais pas, en disant des choses complètement insignifiantes, en disant généralement, des choses. C'est le comique, l'amitié, c'est le comique. Voilà, t'aimes beaucoup les comiques de couple d'amis comme Bouvard et Pécuchet ou Beckett, Mercier et Cabier. Avec Jean-Pierre, je me dis, bah oui, on est des pâles reproductions de Mercier et Cabier, oui, Jean-Pierre, moi je suis tout le temps fatigué, j'ai une santé fragile, Jean-Pierre il est hypocondre. Et nos conversations, c'est très du type, en effet, Mercier et Cabier, ce qu'on disait, l'un dit à l'autre, comment tu vas? Et l'autre répond, je suis gonflé, mais pas à bloc. Là, c'est une phrase si charmante, d'abord qu'on aime celui qui l'a dit, comment tu vas? Comme un bouchon ballotté par la mer. Bon, ça, c'est des phrases bien. Avec Félix, c'est différent. Avec Félix, je ne serais pas Mercier et Cabier, je serais plutôt... je sais pas, Bouvard et Pécuchet sur le mondial. On s'est lancé quand même dans tout ce qu'on a fait ensemble, dans notre travail, on s'est lancé dans une tentative encyclopédique. Alors c'est vraiment, c'est du type, ah tiens, on a la même marque de chapeau, oui. Et puis la tentative encyclopédique de construire un livre qui aborde tous les savoirs, avec un autre, on serait des pâles répliques de Laurel et Hardy. Je ne veux pas dire qu'il faille imiter ces grands couples, mais que c'est ça l'amitié. Les grands amis, c'est Bouvard et Pécuchet, c'est Cabier et Mercier, c'est Laurel et Hardy, même s'ils sont disputés et brouillés, ça peu importe. Oui. Alors, évidemment, dans la question de l'amitié, il y a une espèce de mystère. Je veux dire, ça concerne étroitement la philosophie. Sur la philosophie, comme tout le monde le remarque, il y a un mi dans le mot.
Je veux dire que le philosophe, ce n'est pas un sage. D'abord, ça ferait rire tout le monde. Et il se présente à la lettre comme ami de la sagesse. Il y a ami. Ce que les Grecs ont inventé, c'est pas la sagesse, c'est l'idée très bizarre de ami de la sagesse. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire ami de la sagesse? C'est ça le problème de qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que ça peut être ami de la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sage, l'ami de la sagesse. Alors évidemment, il y a une interprétation facile, bon, il tend vers la sagesse. Ça ne va pas, hein? Qu'est-ce qui inscrit l'amitié dans la philosophie et quel type d'amitié? Est-ce que c'est en rapport avec un ami? Qu'est-ce que c'était chez les Grecs? Qu'est-ce que ça veut dire ami de... Je dis encore une fois, si on interprète ami comme celui qui tend vers, c'est bien celui qui prétend à la sagesse sans être un sage. Mais prétendre à la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un autre qui prétend. On n'est jamais le seul prétendant. S'il y a un prétendant à la fille, c'est qu'il y a plusieurs prétendants. C'est que la fille, il y a plusieurs prétendants. C'est pas promis, surtout. T'es pas promis à la sagesse. Je suis pas promis à la prétendant sagesse. À la je sagesse. prétends à la sagesse. Hein. Mais alors, bon, il y a des prétendants à la sagesse. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont inventé? En effet, à mon avis, c'est ça l'invention des Grecs. Dans leur civilisation, ce qu'ils ont inventé, c'est le phénomène des prétendants. C'est-à-dire, c'est énorme. Ce qu'ils ont inventé, c'est l'idée qu'il y avait une rivalité des hommes libres dans tous les domaines. Ailleurs, ça n'existe pas, l'idée de la rivalité des hommes libres. Mais en Grèce, oui. L'éloquence, pour ça qu'ils sont tellement procéduriers. C'est la rivalité des hommes libres. Ils se font des procès, les hommes libres. Les amis se font des procès. Oh, très bien. Le jeune garçon ou la femme a des prétendants. Les prétendants de Pénélope, bon, il y a des prétendants. C'est le phénomène grec par excellence. Pour moi, c'est pas le miracle, le phénomène grec, c'est la rivalité des hommes libres. Alors, ça explique, ami, la philosophie, ils prétendent, il y a une rivalité vers quelque chose, vers quoi? Alors, on peut interpréter, si tu prends l'histoire de la philosophie, il y a ceux pour qui, en effet, la philosophie est liée à ce mystère de l'amitié. Il y a ceux pour qui elle est liée au mystère des fiançailles. Mais c'est peut-être pas loin. Kierkegaard. Les fiançailles rompues, il n'y a pas la philosophie sans les fiançailles rompues. Sans le premier amour. Régine. Mais comme on a dit tout à l'heure, le premier amour, c'est peut-être la répétition du dernier, c'est peut-être le dernier amour. La philosophie, bon, peut-être que le couple a une importance dans la philosophie. C'est très curieux. Moi, je crois qu'on ne saura stresser que la philosophie, que quand on aura réglé ces questions de la fiancée, de l'ami, de qu'est-ce que c'est que l'ami, tout ça, bon, c'est ça qui est très intéressant, il me semble, enfin très intéressant. Et Blanchot, dans l'amitié, il avait une idée un peu... Ah, ben Blanchot, ça fait partie de Blanchot et Mascolo. Ça, c'est typique. C'est les deux hommes actuels qui, par rapport à la philosophie ou même à la pensée, donnent de l'importance à l'amitié. Mais en un sens très particulier, ils ne nous disent pas il faut avoir un ami pour être philosophe ou pour penser. Ils considèrent que l'amitié est une catégorie ou une condition de l'exercice de la pensée. C'est ça qui est important. C'est pas l'ami de fait. C'est que l'amitié comme catégorie est une condition pour penser. D'où le rapport Mascolo-Antelme, par exemple, d'où les déclarations de Blanchot sur l'amitié. Peu importe que... Alors moi, j'aurais plutôt comme idée que j'adore me méfier de l'ami. Pour moi, l'ami, c'est... Ça, c'est le côté querulant, procédurier c'est la grec. méfiance. Alors, il y a une heure, il y a un vers que j'adore, que j'aime beaucoup, qui m'impressionne beaucoup d'un poète allemand, qui est Entre chien et loup, l'heure à laquelle il définit, entre chien et loup, l'heure à laquelle il faut se méfier même de l'ami. Il y a une heure où il faut se méfier même de l'ami. Moi, je me méfie de mon Jean-Pierre comme de la peste, je me méfie de mes amis, mais je m'en méfie avec tellement de gaieté qu'ils ne peuvent rien me faire de mal, parce que quoi qu'ils me fassent, je trouve ça très drôle, très bien,
Non, il y a une telle entente, il y a une telle communauté entre des amis, ou bien avec la fiancée, ou bien avec, moi je veux bien tout. Mais si tu veux, il ne faut pas croire que tout ça ce soit des événements, des petites affaires privées. Là aussi, c'est quand on dit amitié, quand on dit la fiancée perdue, etc., il s'agit de savoir à quelles conditions la pensée peut-elle s'exercer. Par exemple, Proust considère que l'amitié, c'est zéro. Pas seulement pour lui, pour son compte, mais parce que pour la pensée, il n'y a rien à penser dans l'amitié. Il y a à penser, en revanche, dans l'amour jaloux. C'est ça, la condition de la pensée. Je voudrais te poser la dernière petite question à propos de tes amis. Il semble qu'avec Foucault, Châtelet, c'est encore un autre cas, puisque tu étais ami de lui à la Libération et vous avez fait toutes vos études ensemble. Mais avec Foucault, vous avez une amitié qui n'était pas celle d'un couple, qui n'était pas celle que tu as avec Jean-Pierre ou avec Félix ou avec Élie ou avec Jérôme, puisqu'on reparle comme dans un clip de Claude Sauté des autres. Mais avec Foucault, l'amitié était très profonde, elle était pourtant distante, elle avait quelque chose de beaucoup plus formel pour quelqu'un qui était extérieur. Ouais. Alors c'était quoi cette amitié ? C'est sûrement qu'il était le plus mystérieux pour moi. Peut-être qu'on s'était connu trop tard, peut-être que Foucault, moi, ça a été un très grand regret pour moi, et comme j'avais énormément de respect pour lui, j'ai pas essayé de... faut dire juste comment je le percevais. C'est un des rares cas d'homme qui... Il entrait dans une pièce, ça changeait l'atmosphère. Ça, c'est pas... Foucault, c'est pas simplement une personne. D'ailleurs, personne d'entre nous n'est une personne. C'était vraiment comme si un autre air arrivait, quoi. Comme si c'était un courant d'air spécial. Et les choses changeaient. Il n'y avait plus... c'était vraiment atmosphérique, quoi. Il y avait une espèce de... ou bien d'émanation. Il y avait une émanation, Foucault. Il y avait... est-ce que quelqu'un voit un rayonnement? Il y avait quelque chose... Alors, ceci dit, il répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y avait aucun besoin de parler avec lui. On n'a parlé jamais quelque chose qui nous faisait rire. Oui, c'est presque être ami, c'est voir quelqu'un et se dire, même pas avoir à se dire, c'est qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui. Finalement, presque quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui nous fait rire dans toutes ces catastrophes, qu'est-ce qui nous fait... voilà. Mais Foucault, pour moi, c'est le souvenir de quelqu'un qui... Oui, alors quand je parle du charme de quelqu'un, d'un geste de quelqu'un, les gestes de Foucault étaient étonnants. Aussi bien gestes... C'était un peu des gestes de métal et de bois sec. C'était des gestes très étranges, des gestes fascinants, très beaux gestes, très... enfin, c'est pas vrai. Que les gens n'ont de charme que par leur folie. Voilà ce qui est difficile à comprendre. C'est le côté... le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils s'appuient très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. On est tous un peu déments. Si tu saisis pas le petit point de démence de quelqu'un, alors j'ai peur ou je croche, ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un, ce soit la source de son charme même. Ouais.